Alors, toujours à Collioure, au festival d'une mer à l'autre. Et en fait, c'est une vraie mer, encore que là, on est entre la mer Noire et la mer Méditerranée. On est du côté du Bosphore, puisque nous avons une hauteur turque. Et on discutera une grande discussion sur la nationalité. Est-ce que on peut être turc même si de Collioure on aime Nazım Hikmet, ou est-ce qu'on est turc uniquement parce que vos parents venaient des steppes et qu'ils ont conquis en 1453 ce qu'on appelait Constantinople, qui est devenu Istanbul. Et donc moi je me souviens, j'ai été prié comme chrétien à Sainte-Sophie, j'y suis retourné en enlevant mes chaussures, mais ceci est une autre histoire. Alors, Mine, du nom de famille... Kilikkanat. Voilà, en fait c'est super simple. Super simple. Auteur, journaliste, alors on peut être plusieurs choses à la fois, puisqu'on peut être turc, se sentir français. C'est quoi la différence entre une journaliste et un écrivain? Ça raconte des histoires. Il y a de moins en moins de différences, étant donné qu'il y a de plus en plus de journalistes qui ne retrouvent plus ce qu'ils ont appris du journalisme dans la presse actuelle. Et donc, il y a de plus en plus de journalistes qui écrivent des livres. C'est un peu triste en France actuellement, les livres écrits par les journalistes, la plupart des journalistes. Parce que c'est des livres provisoires, passagers, que l'on lit selon les fastes d'une politique ou de l'autre. Mais les livres qui restent sont écrits par de vrais écrivains. Et moi, je considère que, par exemple, il y a des journalistes qui sont des vrais écrivains, comme Ernest Hemingway, pour vous donner un exemple de l'histoire. Et puis, il y a Christina aussi, que vous avez interviewée. Oui, Christina Fayera, ce qu'on a eu ce matin. Que j'aime beaucoup, qui est une vraie écrivaine. Et moi aussi, je suis une vraie écrivaine parce que la première année où j'ai commencé à faire du journalisme, j'ai écrit aussi mon premier livre. Et par contre, pour répondre un petit peu à la question que vous n'avez pas posée en fait. Oui, mais je vais la poser, mais voilà, vous allez la reposer exactement. vous-même. Oui, tout à fait. Mes parents ne viennent pas de steppe. D'ailleurs, on me prend la plupart du temps pour une italienne, espagnole, même grecque. Tout sauf comme turc. Pourtant, je suis turc. Parce qu'on est français, on est turc, on est américain, on est anglais, si on le sent. C'est-à-dire, on se sent turc, on se sent français, on se sent italien, parce qu'on parle la même langue que sa mère, la même langue que son père, la même langue que ses copains, la même langue que ses copains d'enfance. Et la langue amène la culture. Donc, la langue est une culture, et si on partage une culture, on peut s'avérer, et puis on peut prétendre être turc, français, anglais, italien, etc. Et tout commence par la langue. C'est pour cela que, par exemple, en Turquie, les Kurdes veulent actuellement leur indépendance par rapport à leur langue. Donc l'idée d'indépendance part d'une langue. Ceci dit, vous avez dit à un moment donné dans votre question, j'ai été, c'est une autre histoire, mais j'ai été à Sainte-Sophie en tant que chrétien. De quel côté étiez-vous? Parce que les chrétiens à Istanbul, à Constantinople, surtout les chrétiens qui sont concernés par Sainte-Sophie, il y a deux parties. Il y a les orthodoxes et les catholiques. Est-ce que vous étiez des latins catholiques qui ont saccagé Constantinople en 1204? Évidemment. Qui ont amené les chevaux en bronze qui ornent maintenant Venise. Voilà, magnifique. Venise. La moitié des vestiges à Venise sont amenés de Constantinople. Constantinople n'a jamais connu un sac pareil que fait par les catholiques romains. Les Normands de Sicile étaient très forts. Exactement, oui. Voilà, tout à fait. Et je peux vous dire que malgré que je défends la République laïque turque, bon, je conserve bien sûr les Ottomans. On ne peut pas dire la même chose pour les Ottomans. Ils n'ont pas saccagé Constantinople. On avait tout fait avant. Tout ce qui reste de l'époque, c'est grâce à Mehmet le Conquérant, qui a par exemple Sainte-Sophie. Aujourd'hui, on découvre les fabuleux fresques du temps. Eh bien, ça a été gardé sous un sceau très habile, très scientifiquement.
qui n'éprouvaient pas en fait les fresques. Par exemple, il y a l'église Cora que j'adore. C'est une des plus vieilles églises orthodoxes où il y a des mosaïques magnifiques qui ont été gardées grâce à Mehmet le Conquérant qui mettait un plâtre et sur le plâtre quelque chose de musulman, enfin arabisant, qui rappelle l'islam et qui cachait. Mais ils n'ont rien détruit. C'est pas Daesh, quoi. C'est pas Daesh. Aujourd'hui, les islamistes turcs aussi détruisent. Ils sont en train de demander l'ouverture de Sainte-Sophie en tant que mosquée. Ils n'ont pas droit. Éthiquement parlant, ils n'ont pas droit. Historiquement parlant, ils n'ont pas droit. Parce que il faut dire que Sainte-Sophie est la première cathédrale du monde chrétien, de la première capitale chrétienne du monde qui est Constantinople. Et à ce degré-là, historiquement, elle est beaucoup plus importante que, comment dire, Vatican et comment dire... Puis il a plus duré que l'Empire romain. L'Empire romain d'Orient a plus duré que... 1150 ans. Bon, non, pas mal, hein. Belle performance, Et comme on oui, dit. 450, la chute de l'Empire... 486, il y a eu plusieurs saccages. Oui, 486 par les rois des Éules au Voilà, Doak. exactement. Mais après ça, alors là, Rome... On parle de... Oui, mais vous parliez grec. On parle, justement, c'était, vous savez que entre les catholiques et les orthodoxes, c'était une guerre linguistique. C'est-à-dire la langue de la Bible qui se disputait. Alors, les catholiques ont créé le catholicisme pour le latin. Et les orthodoxes voulaient que ça reste grec. Parce qu'au départ, la Bible excusait que les catholiques m'excusent, mais c'était en grec. Non, c'est la Septante, oui, bien sûr. Exactement. Non, mais ils ne disent pas ça souvent. Ah, moi je le dis. L'original de la Bible est en grec. Donc, c'était déjà une guerre religieuse à l'époque. Et bon, les latins ont fait beaucoup de mal à l'Orient. Et ils continuent de le faire. C'est intéressant. Donc pour vous, finalement, les franges restent les franges, quoi. Parce qu'on part toujours comme la première croisade, on arrive comme ça et hop. Vous croyez que c'est terminé, les croisades? Ah non, non, jamais. Voilà. Les croisades ne sont pas terminées, ainsi que les croissants ne sont pas terminés, comme vous voyez à Daesh, etc. La connerie est partout, et la connerie a la vie dure. Non, la vie simple, c'est l'intelligence qui a la vie dure. Oui, ça c'est vrai, absolument vrai. Mais vous savez, l'intelligence a quelque chose à voir énormément avec justement la littérature. Parce que, prenons les mots, les langues. Un simple citoyen de n'importe quel pays parle avec un nombre moyen de mots. Je crois qu'en France, ça c'est 1000 mots. C'est-à-dire le commun des Français parle avec 1000 mots. Il paraît que les Allemands, 3000 par exemple. Ainsi de suite, je peux dire des bêtises. Les Anglais aussi ne sont pas mal, 1200, 1500. Moi je croyais qu'on était plutôt, la base était à 3000, un peu plus élevé 5000 et 8000, alors là c'est la fête. 10 000, quoi. oui, voilà, exactement. Ce serait le cas, mais ce n'est pas du tout. On n'arrive pas à 8 000, c'est-à-dire quand on prend la base. Alors, en Turquie, nous avions, c'est-à-dire un savoir de mots incroyable à l'époque. Maintenant, ça diminue. Et je me rends compte, d'après les statistiques, que le paysan le plus simple parle avec 100 mots. Et le nombre d'habitants qui parlent avec 100 mots actuellement, ça se répand, ça se répand. À ces gens-là, il y a des gens comme moi qui parlent avec plusieurs milliers de mots. Mes copains, il y a une partie de la population qui parle avec 8 000 ou 10 000 mots. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne se comprend plus. On ne se comprend plus parce que la majorité qui parle avec 100 mots n'arrive pas à saisir ce que raconte quelqu'un qui parle avec 1000 mots. On n'a même pas besoin de... Donc, et la personne qui parle avec 100 mots pense avec 100 mots. Où est-ce que vous voulez qu'on arrive en pensant avec 100 mots? Moi je sais pas, j'en ai 200, alors je les méprise. Oui, voilà. Non, vous les méprisez, mais ils vous méprisent aussi avec leurs 100 mots. Et c'est eux la majorité. Et en sociologie, il y a quelques critères
une des premières règles, le nombre gagne. Ça dépend si on est mieux Quand armé. le nombre de cons augmente, C'est pour ça qu'on a fait la mitrailleuse. mitrailleuse, mais jusque quand? C'est un gain de temps, mitrailleuse. Le nombre Ce sera le titre gagne toujours. de l'interview. Oui, La exactement. mitrailleuse est un gain de temps. J'aime beaucoup. Une belle publicité d'ailleurs. Pour quelle marque? Moi je travaillais à l'allemande, Landau. Ah bon, je pense que quand même, malgré tout, Kalachnikov russe a fait beaucoup jusque-là. C'est le plus vendu. Oui, mais c'est une copie de Schmeisser évoluée. Hein. Ah ça, je ne savais pas. Voilà, ils ont pris Vous une venez de Schmeisser, m'apprendre. ils l'ont fait évoluer. Et si vous allez en Israël, vous avez la version hybride entre M16 et Kalachnikov qui est le Oui. Galil, qui est un bon Ouais, fusil aussi. ouais. Enfin bon, on n'est pas là pour parler armement. Non, ni d'Israël, parce que c'est un vaste sujet. Israël est une terre sainte pour les chrétiens latins, et puis c'est tout. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de discussion à avoir. Ouais, n'est-ce pas? Pour les latins. Et je vais revendiquer Le les nombre- terres que mes ancêtres ont abandonnées à Antioche en mon Exactement, nom, et voilà. tout à fait. Ben, le nombre va gagner, donc Israël sera perdant. C'est ce que je disais à mon oncle. Je lui dis, on fêtait les 50 ans d'Israël, enfin surtout lui, il était très fier. Je lui dis, tu sais, nous, les latins, on a fêté 210 ans. Exactement. Et vous savez, vous venez de me prendre quelque chose, 200 ans, oui, d'accord. Parce qu'un copain à moi, pied noir, qui est très intellectuel, m'avait dit, je n'appelle pas encore Israël État, parce qu'on ne devient pas État avant 100 ans. Et c'est valable pour la République turque, malheureusement. Je crois qu'on ne verra pas Le les travail 100 ans. d'Atatürk est en train d'être déconstruit Et au oui, sens véridien du on ne verra terme. pas les 100 ans de la République turque laïque. Et au moins. pourquoi ils ont... C'est à cause de la paysannerie de ces gens à 100 mots que... Ils ont beaucoup travaillé à éduquer l'ignorance. C'est-à-dire l'éducation en Turquie actuelle par ce gouvernement islamiste est composée de rendre le plus d'ignorants possible, rendre les gens ignorants, croyants. Et quand vous pensez croyants, on revient à l'idée d'indépendance Voilà. que l'on a discuté. Quand on parle d'une idée qui ne peut pas être changée ni discutée comme la vérité absolue, à partir de là, il n'y a plus d'enseignement, d'éducation, de science, et de réflexion et de pensée. Donc, pas d'intelligence. Alors, vous vivez où maintenant? Enfin là, vous êtes sur le bateau à Je Collioure, c'est vis à bien. Istanbul. Je vis à Istanbul. Donc, est-ce là que où- ça devient pas dur de vivre à Istanbul? très Femmes, dur. écrivains, enfin, des tas de revendications qui sont antithetiques avec le trend istanbouliote actuel. C'est très difficile. Ça demande beaucoup de courage. Mais par contre, il y a un combat. Et là, il y a combat, il y a vie. Moi, je trouve que les pays qui sont actuellement où il n'y a pas de combat, où les gens ne pensent qu'à leur petit Parlez de la France. confort, la France par exemple, de leur confort, etc. Je parle aussi, je ne sais pas, des Hollandais ou de Suédois, c'est pareil. Oh, mais Ça n'a pas de ils sont différence. toujours roulés dans la soie, à rien faire, les Exactement. Hollandais. et les Alors, Suédois. ils sont là à penser leurs petits acquis, leurs petits conforts, machin, truc, etc. Ils veulent se préserver des immigrés, etc. J'ai une très mauvaise nouvelle pour eux. Merde. Le nombre d'immigrés va augmenter d'une façon spectaculaire. Et on ne peut pas arrêter des millions par les canons. Et ça a été toujours comme ça dans l'histoire. Est-ce qu'ils ont pu arrêter Attila? Oui, mais c'est parce que l'Empire romain était désorganisé à cette époque. Hein. Aetius Oui, bien est arrivé sûr, sur mais le il tard. arrive un moment où toujours l'Empire romain ou le suppléant de l'Empire romain, comme l'Union européenne, soit désorganisé. Et au moment, il y a toujours des échanges par la force comme ça. En On fait- ne peut pas empêcher quoi que ce soit. Mais tous ces gens-là qui ne combattent pas aujourd'hui les vrais idéaux qu'il faut défendre, c'est-à-dire ne pas laisser les États-Unis à faire la guerre en Irak, en Afghanistan, ou ne pas laisser Sarkozy à faire la guerre en Libye. Parce que la France aujourd'hui, grâce à Sarkozy, mériterait que tous les Libyens soient ici, en tant qu'immigrés. C'est la France qui leur a descendu le premier. Non, Grâce à qui? Grâce à BHL dans son Sarkozy. hôtel particulier. BHL, alors c'est pas mal. Moi, celui-là, déjà, je lui ferai un procès au nom de la Société des philosophes. Il ne devrait pas porter le nom de philosophe, plutôt l'adjectif. C'est un homme totalement
nuisible. Voilà, le mot est ça, nuisible. Nuisible. Et donc, il y aura toujours des échanges, soit cordiaux, soit hostiles. Il faut régler et combattre la connerie. Ne pas laisser faire les États-Unis à changer, parce qu'ils sont décidés à changer les frontières du Moyen-Orient et de l'Afrique. Toutes ces frontières qui ont été dessinées à la règle. Et ces frontières, on les nomme les frontières de l'accord Sykes-Picot. Oui. Et comme vous l'avez compris, c'est en anglais. Il n'y a que les Anglais, les Américains d'ailleurs. Ah non, c'est un Français aussi. Ça, c'était un... Liban est un caprice des Français, par exemple. Quand vous regardez Liban sur le Grand Larousse, etc., c'est un caprice des Français. C'est le reste, justement, des États latins du Moyen-Orient. Oui, voilà. Parce que ces États n'ont jamais existé au Moyen-Orient. Ils veulent changer ces frontières maintenant. C'est une grosse connerie. Ça va finir par un bordel au niveau mondial. Pas possible. Moi, je prévois une guerre géopolitique où on va prétexter une guerre entre les religions, c'est-à-dire entre les civilisations différentes. Oui, mais c'est Huntington à essayer de justifier un truc qui n'existait pas. Exactement, mais on y va tout droit. Le choc des civilisations, c'était écrit pour que les Américains puissent intervenir, c'est pas l'inverse. Exactement, mais tant que les Suédois, les Français, etc. vont penser petit pour le coin, eh ben, un jour... Le problème, c'est pas les Français. Non, pas les Français ni les Suédois, mais il faut que l'humanité pensante prenne conscience. C'est que les citoyens doivent faire un coup d'État pour reprendre ce qui est à eux. Exactement. On est en train de laisser faire des vraiment... même pas des cons. Ils sont des nuisibles. C'est des malveillants. Ils savent très bien ce qu'ils font. Exactement. Mais ça va de l'agriculture à la politique. Oui, mais c'est pas nous qui touchons les enveloppes, alors on râle, hein, c'est normal. Tout à fait. On veut pas nous acheter, c'est dommage, hein. Oui, absolument. Mais c'est bien opprimante. Oui, très opprimante même. Donc je préfère le combat. Alors on va parler littérature parce que vous êtes la deuxième personne qui vient sur ce bateau pour interview. Et moi je me sens coupable parce que c'est un festival de littérature. Moi j'adore parler politique, je me fous de la littérature. Oui. Mais quand même, il faudrait un peu parler de deux bouquins. Parce que vos éditeurs sont intéressés, parce qu'eux aussi ils doivent vendre, quoi. Oui, bien sûr. Alors parlez de vos romans. Oui, écoutez, ça va ensemble, parce que la politique, je suis tellement dans la politique, que mes romans aussi sont géopolitiques cette fois-ci. Donc j'ai des romans géopolitiques en fait, où même la politique interne, externe, mondiale n'est jamais loin. Et dans les trames de mes livres, la géopolitique en grand, où la politique, en petit, est toujours présent. Et toutes les énigmes que je pose, c'est des polars, en fait, d'agents secrets, etc., plus qu'un policier, un simple meurtre fait divers, etc. Oui. Ça se passe au niveau géopolitique, des polars géopolitiques s'écrits. Alors, on va le redire, la géopolitique, c'est ce qui va nous impacter dans nos vies de tous les jours. Parce qu'en fait, les gens croient. Oui. Les gens croient que bon, il se passe un truc là-bas, sauf avoir encore flotté devant leur plage et ils trouvent que c'est un problème de nettoyage et pas de géopolitique. Donc, c'est bien dit. Mais il faut dire aux gens que le problème de la globalisation, j'utiliserai plus ce mot que de la mondialisation, parce que la mondialisation, ça a toujours existé, le monde a toujours été monde, et il y a toujours eu des échanges. Là, c'est la globalisation, c'est-à-dire un système qui va s'établir partout au même endroit. Donc, la question qui se pose, c'est que les gens soient conscients que la géopolitique, ça va intervenir jusque dans notre frigo. Exactement, jusqu'à notre... Et il atterrit déjà. Aujourd'hui, on nous fait bouffer Monsanto, Cargill, etc. Je ne sais pas s'il faut que je cite... Oui, il faut dénoncer. Oui, je dénonce, mais vraiment. Vous savez, mon pays d'origine, la Turquie, est un des deux pays, peut-être qu'il y a d'autres pays, je connais Brésil et la Turquie, où il est interdit par loi. En 2006 et en 2008, par rapport à deux lois, ils ont interdit de semer les graines authentiques, locales du pays. Rassurez-vous, en Europe, ça arrive. Ah ben voilà, je suis sûre. Et par exemple, j'ai été très choquée quand ils ont interdit d'utiliser le purin
à la place d'Orty, de... ouais. Oui, le Ou de purin Presles. d'Orty, de Presles, et à la place des chimiques. On nous fait bouffer. Ça, c'est géopolitique aussi. Peut-être qu'un jour j'écrirai un polar agroalimentaire, parce que ça relève de... Il y a des gens qui sont tués. Oui. Il y a des meurtriers qui sont engagés pour descendre des critiques qui se fait entendre trop sur cette Voilà, il question. faut critiquer juste ce qu'il faut. Et oui. Tout est une question de mesure dans la vie. Exactement. Et si les gens aujourd'hui ne s'occupent pas de la géopolitique, et parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui leur arrive dans leur assiette, parce que la géopolitique est déjà dans notre assiette, on nous fait bouffer du poison. Alors, quel est le nom de votre dernier roman et son éditeur, qu'on puisse vous retrouver, outre sur le bateau, mais dans 2 jours on n'est plus là? Oui, bien sûr. Alors, le dernier, vous demandez. Oui, ou l'avant-dernier aussi, hein. Aujourd'hui c'est cadeau, c'est publicité. D'accord. Allez, Alors, ce que on vous vit pouvez... dans un monde de consommation. Ouais. Consommez, madame, si je Ce puis que dire. vous pouvez trouver sur le marché Ouais. actuellement, mon dernier qui est apparu en français, Ouais. c'est Le sang des rêves, Oui, édition Métayi. voilà. Et ce roman a été traduit en 11 langues. Je lirai en turc parce que j'aime bien la... Ah bah, j'en suis sûre. Je l'ai écrit en latin, hein, Ah, avec d'accord. l'alphabet latin, si ça peut vous aider. Ça peut m'aider. Qu'est-ce que je veux dire? Vous écrivez en quelle langue, justement? J'écris en turc Mhm. mes romans, mes livres, Mhm. mais par contre, les articles de presse que la presse française, TV5 Monde, je travaille beaucoup avec TV5 Monde, Mhm. le site Terrienne, par exemple, sur les femmes, sur le féminisme. Et donc, à ce moment-là, j'écris en français. Et il y a ma copine éditorialiste de Terrienne qui me corrige si je fais des erreurs. Mais je fais beaucoup moins d'erreurs que certains Français. Oui, je sais. Surtout en orthographe. Ouais, je sais de quoi vous parlez. C'est pour ça que je C'est fais de la vrai. vidéo. On voit pas mes fautes d'orthographe. Non, mais j'ai jamais aimé, enfin, un traumatisme. Je vous raconterai un autre jour. Oui, d'accord. Mais je crois que l'orthographe français traumatise beaucoup de monde. Oui, voilà, c'est mon Vietnam. Enfin, Oui. par rapport à l'orthographe, je suis cette petite fille nue brûlée au napalm. Donc, donc justement, comment on peut reprendre la main? Je veux dire, nous, les gens à plus de 1000 mots. Comment on peut faire notre croisade pour reconquérir la terre sainte de l'intelligence? Enfin, la terre sainte du temps de cerveau disponible, comme disait Étienne Moujotte. Oui, absolument. Étienne Moujotte, en plus. Oui, j'aime ça. Écoutez, je ne sais pas. Ah, merde. Moi qui croyais avoir la solution. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que vous faites votre boulot comme il faut. Oui, enfin... Je fais mon boulot comme il faut. Mais s'il n'y a pas des gens sensibles à ça, si les gens s'occupent plutôt de ce qu'a apporté la dernière princesse... Oui, pas Diana, parce que voilà, she pas died, Diana died. La belle-fille de Diana, j'ai oublié son Ou nom. Kardashian, un truc comme ça. Kim Kardashian, etc. Là, il n'y a rien à faire, je pense. On va passer par les armes. Et c'est pas nous qui tiendrons les armes, Si. mais d'autres. Peut-être bien, je sais pas, mais moi j'ai passé l'âge en tout Ah, cas. d'accord. Vous êtes encore jeune. Mais j'ai peur pour mon petit-fils. J'ai un petit-fils de 7 mois et demi et j'ai très peur que on laisse un monde pourri aux enfants. Alors, mon père a cette phrase magnifique, il dit on peut avoir le plus beau discours du maire face à du monde face à la mer, on n'en entendra jamais que le cri des mouettes. Exactement. Et donc là, ce qu'on fait, ça sert à rien. Ça D'ailleurs, sert à elles viennent de rien. répondre. Absolument, absolument rien. Ça sert à rien et c'est mon grand désespoir. Non, mais Mais déjà, il faut boucler peut-être, comment dire, les politiques. Quand on a l'occasion de boucler, de mettre un gâteau sur le visage d'un politique, comme ça, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir le courage de les rendre ridicules déjà. Moi, je pense qu'il faut détrôner les politiques. ah, ça ressemble à Khosri, Albert Khosri, auteur égyptien, qui justement la révolution par le grotesque. Oui, exactement. Le grotesque, c'est une arme très, très, très puissante. Il faut l'utiliser plus souvent. Mais il y a beaucoup moins de gens qui ont de l'humour dans notre époque. Ah ben, en fait, on n'a pas changé depuis le nom de la rose. On a les mêmes accès à la Exactement. bibliothèque, sauf que le vénérable Tout à fait. Yorguet est multicolore maintenant. Oui, tout à fait. Vous savez que j'ai un livre qui s'appelle L'autre nom de la rose, Ah. parce que je suis une admiratrice de Umberto Eco, et c'est sur le catharisme, parce que vous savez que les cathares,
venaient Voilà. les Bogomiles. Des hein, voilà. Bogomiles, des Bogomiles. Des Bulgares donc, on y revient. Des Bogomiles, c'est un pope de Constantinople qui est Ouais. venu donner son Son accord, onction, voilà, ouais. les onctions, etc. Oui, absolument. Ah, sans oublier, le mot de Byzance. Quand est-ce que ça a été inventé, vous savez? Ah, par nous, c'est jamais, on l'a appelé jamais byzantin. Jamais. C'était l'Empire romain. Oui, je sais. Ça a été toujours l'Empire romain. Et le mot Byzance a été inventé par un Allemand. Quelle coïncidence! Qui s'appelle Hieronymus Wolf Ouais. en 1757. Mhm. Et c'est à partir de là que l'Occident a embrassé le mot Byzance en disant « Mais de toute façon, nous n'avons pas donné l'Empire romain aux Turcs, ce n'était que Byzance. » Voilà. Enfin, encore qu'il y ait une expression française qui dit c'est Byzance. Voilà, bien sûr. Après, ils ont inventé des choses parce que... Mais du temps des Romains, ils n'ont jamais entendu le mot Byzance ni byzantin. Ça a été inventé de toutes pièces. Oui, mais je me méfie des Grecs et de leurs cadeaux. Timéo Danaos. Ne vous inquiétez pas, les Grecs aussi se méfient beaucoup de vous. Et je les aime beaucoup, les Grecs. Oui, et il faudrait les aimer encore plus encore. Ouais. Mine, merci beaucoup. Merci à toi parce que tu as posé des intelligentes questions, en plus plein d'humour. Merci.